Bonsoir, bienvenue sur ITV dans l'actualité de ce lundi 7 décembre. Les médias s'auto-évaluent face à la prolifération des fake news. Les fausses nouvelles sont massivement likées, commentées et partagées sur les réseaux sociaux. Le Forum libéral de dialogue politique engage la réflexion et tente de trouver des solutions à ce phénomène aussi viral que le coronavirus. La pandémie, justement, nous en parlons, mais sous un angle inédit. Les chats subissent également les conséquences. À Gorée, où nous nous sommes rendus, ces animaux domestiques rôdent autour des restaurants, mais ne trouvent quasiment plus rien à manger. Une autre actualité quotidienne, les embouteillages à Dakar. C'est presque impossible de rouler sur une route fluide. Les automobilistes accusent l'État et vous les entendrez. Les électeurs ghanéens se sont rendus aux urnes ce lundi pour élire leur président. Il s'agit d'un scrutin général sans violence noté. Deux candidats en lice, le président sortant Nana Akufo-Addo et John Mahama Dramani. Les employés de l'Agence panafricaine d'information ont entamé ce lundi une grève illimitée. Cela fait exactement 38 mois que ces agents de Panapresse n'ont pas reçu leur salaire. L'agence traverse une crise financière depuis 2003, occasionnant une vague de départ ces dernières années. Et nous restons dans les médias, les fake news au menu de l'édition 2020 du Forum libéral de dialogue politique. Ces fausses informations font malheureusement partie du paysage médiatique. Elles ont une influence sur l'opinion sociale. Les conséquences et solutions passées en revue lors de cette rencontre annuelle étaient présents nos reporters Boubacar Dieng, Moussa Fall, compte rendu. À côté de la pandémie, il y a l'infodémie, comprenez par là les fake news ou fausses informations sur la pandémie de Covid-19. À l'ère du numérique, les fake news, une entrave à la démocratie. Je pense que le symptôme de fake news, c'est une menace directe à la démocratie libérale. Et donc c'est impératif de trouver des solutions, comment gérer ce symptôme, comment les peut-être réglementer. C'est la question pour que nous sommes ici, pour voir quelles solutions on peut trouver pour couper ce symptôme de fake news, que ça menace plus la liberté et plus la démocratie. Les pandémies, joutes électorales, crises sociopolitiques sont des moments propices aux fake news et si cela a pu prospérer, c'est en partie lié à l'éducation et la responsabilité des gouvernants. Il y a certainement une responsabilité de la presse en général, mais il y a aussi une responsabilité de l'État. Il y a certainement la grande question de l'éducation, ce qui est une question plus générale. Les gens qui sont plus éduqués croient moins dans les fake news. En guise de solution, Seydou Gueye, un des intervenants à ce forum, propose une régulation du secteur. Mais la régulation est plus pertinente de mon point de vue et elle ne suffit pas à elle seule pour réguler et gérer tout le secteur. Donc, à mon sens, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'abord que les citoyens, qui en sont les principaux usagers, accèdent à une formation critique pour avoir leur propre opinion, puisque l'axe d'intervention des fake news, ou en tout cas des médias sociaux, c'est d'avoir une action et un effet sur l'état de l'opinion. Les fake news polluent l'information qui est l'oxygène de la démocratie. Face à ce phénomène, il urge de trouver des solutions idoines pour que l'information retrouve sa santé. À noter que le thème de cette journée portait sur la liberté de la presse et la désinformation à l'ère du numérique. Et selon Elhadj Hamidou Kassé, le concept citoyen média fait que tout le monde est diffuseur d'informations maintenant. L'ancien journaliste et actuel conseiller en communication du président de la République est au micro de Boubacar Dieng. Le monde du journalisme est aujourd'hui envahi par ce qu'on peut appeler le citoyen média.
dans la mesure où chaque citoyen peut ouvrir son compte de réseau social, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etc., construire ou collecter des informations et les diffuser librement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il n'y a plus Bon, il y a quelques instances de régulation, mais aucune régulation ne peut réguler cet essor des réseaux sociaux qui signe ce qu'on peut appeler l'avènement du média citoyen ou du citoyen média. Chacun d'entre nous devient collecteur de l'information et diffuseur de l'information par ces nouveaux ou par ces nouvelles technologies, n'est-ce pas, qui sont devenues très accessibles. Vous prenez le cas de la Covid-19, il y a beaucoup de nos compatriotes qui vous disent que ça n'existe pas, que c'est de la politique, que c'est un complot de l'Occident. Et donc, les fake news, les faits alternatifs, mais également ce qu'on appelle la post-vérité, s'adossent aux théories complotistes. C'est-à-dire qu'on doute de tout, finalement. On doute de tout, même l'information la plus évidente, la plus manifeste, est rejetée par certains au nom, justement, des théories ou des approches complotistes. Coronavirus. Et voici le bulletin santé du jour. 2 décès, 76 nouvelles contaminations sur un total de 1231 tests réalisés. 30 patients sont sortis de l'hôpital, mais 11 restent encore en réanimation. Et comme vous le savez, la hausse se maintient ces 2 dernières semaines. L'inquiétude gagne à nouveau ces secteurs qui commençaient à se relever de la chute économique engendrée par la pandémie. Sur l'île de Gorée, la plupart des restaurants sont encore touchés. Ils ne sont pas les seuls à ressentir les conséquences. Certains animaux domestiques comme les chats également sont touchés. Ils rôdent autour des restaurants en quête de pitance, mais ce n'est plus comme avant. Un tour sur l'île de Gorée avec Pape Ibrahim Ndiaye et Moustapha Gueye. Très tôt le matin, sur la plage de Gorée, c'est maintenant eux qui remplacent les touristes en face de la mer ou encore à côté des poubelles. Il faut désormais apprendre à côtoyer les chats. L'image est surprenante pour certains, risible pour d'autres, mais entre les deux, il y a ceux qui ont une autre perception de la chose. Chikori! C'est le cas de Djibril, surnommé l'ami des animaux sur l'île. Pour le restaurateur et conseiller municipal, la présence massive des chats sur la plage est loin d'être surprenante. Et tenez-vous bien, l'explication serait la pandémie Covid-19. Pourquoi les chats? Donc on voit que tous nous sommes là devant les restaurants. Et donc après le nettoyage du poisson, du poulet, les restes, on les donne aux chats. Et donc tous les retours des plats aussi, on les donne aux chats. Et donc en ce moment, presque les activités ne sont pas encore régulières à Gorée. Donc c'est pour cela que les chats se regroupent à la plage pour attendre l'arrivée des pêcheurs. L'île s'est déconfinée. Les touristes signent leur retour, mais pas suffisant pour faire évoluer la situation de ces animaux. Désormais, c'est presque un rendez-vous immanquable. Chaque jour, ils prennent d'assaut la plage, espérant trouver de quoi manger. La fréquentation brusque et massive des chats m'a vraiment interpellé. Chaque matin, je viens sur la plage pour mes activités sportives, mais je pouvais y rester toute une journée sans apercevoir un animal. Mais la donne a complètement changé. À cause de l'absence des touristes liés à la pandémie de Covid-19, les activités économiques qui tournent au ralenti. Ils viennent ici pour chercher du poisson et certains n'ont plus l'habitude de le consommer. Apprendre à vivre en présence du virus, l'appel du chef de l'État au Sénégalais au début de la pandémie Covid-19. Aussi surprenant que cela puisse être, à Gorée, ces mots sont aussi valables pour les animaux. Donc il y a des bonnes volontés, ils amènent des croquettes pour les chats, qui les mettent dans des points sur l'île. Et donc pendant l'arrivée des pêcheurs aussi, il y a des bonnes volontés, comme Pape Wade, c'est un pêcheur donc, qui coupe le poisson en petits morceaux et qui donne aux chats. En attendant que l'île retrouve son rythme d'antan, les animaux, leur alimentation habituelle, les chats continuent désespérément de fouiller les poubelles presque vides de la ville, redoutant sans doute comme les hommes une seconde vague de la pandémie qui serait fatale.
Merci beaucoup, Pape Ibrahim Ndiaye, pour ce reportage. Et cette interrogation, comment sauver l'économie de la nouvelle vague annoncée de Covid-19? L'économiste Abou Wele dit être contre le pape II-A, l'initiative lancée bientôt 2 mois par Macky Sall pour la relance de l'économie nationale. Il s'explique au micro de Dieba. Bon prétexte, c'est une occasion inespérée pour pouvoir aménager quand même d'autres sortes de politiques pour sortir de ce système mondial qui n'a fait qu'appauvrir l'Afrique depuis les indépendances à nos jours. Je veux dire depuis les indépendances politiques, depuis les indépendances politiques à nos jours. C'était l'occasion de nous reconcentrer sur nos propres valeurs, sur notre propre économie, créer des chaînes de valeur, cesser de faire comme on a fait de tout temps. Tu sais ce qui les intéresse, c'est toucher les taxes, vendre nos matières premières et assurer le fonctionnement de l'État. C'est tout. Avec le grand protocole de grosses bagnoles, des salaires extrêmement astronomiques, avec la braderie de nos richesses. On voit tous les contrats léonins qu'ils signent, qui sont même, critiqués et dénoncés par des politiciens européens patriotes et soucieux quand même de justice et de l'avenir de l'Afrique. Parlons à présent d'un problème qui nous interpelle tous, les embouteillages à Dakar. Conduire en circulation dense peut s'avérer frustrant, surtout lorsqu'on rate un rendez-vous ou que l'on arrive en retard au bureau. Les automobilistes en parlent, un calvaire quotidien. Voici le reportage de Aïssatou Diak avec Sidignan. Les embouteillages à Dakar sont devenus un casse-tête au quotidien pour les automobilistes et les populations. L'explication se trouverait dans les travaux routiers inachevés et certains dysfonctionnements dans la gestion. C'est très dur, toutes les routes sont bloquées et moi je pense que c'est à cause des travaux inachevés. Parfois le soir, quand un client me demande d'aller aux Parcelles Assainies ou à Liberté 6, je dis non. Évidemment, les conséquences économiques sont sans appel. Concernant les prix, on négocie avec les clients et puis voilà. Mais vraiment, c'est compliqué, ça dépend des clients. Il y en a qui comprennent, mais d'autres non. On veut vraiment que les travaux s'achèvent pour qu'on puisse travailler correctement. Cheikh Ndiaye rame depuis un quart d'heure. Il y a trop de véhicules à Dakar à ses yeux, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé. Il y a trop de voitures à Dakar. Faut que l'État essaye de trouver une solution. Amener les véhicules de plus de 20 ans dans les régions. La pollution nous fatigue. Moi, je pense qu'on devrait continuer à mettre les masques pour se protéger. Ce commerçant a une autre alternative. Un logement près de son lieu de travail. C'est très dur pour moi en tout cas, je préfère même marcher. Je suis en train de trouver un logement plus proche de mon lieu de travail. Je travaille pour quelqu'un et vraiment les embouteillages ne m'arrangent pas. Des fois j'arrive à Sandaga à 11h. Face aux embouteillages qui prennent de plus en plus d'ampleur à Dakar, le lancement de plusieurs chantiers routiers à la fois en est à l'origine. Les usagers ont hâte de voir le bout du tunnel. Et nous parlons de tout à fait autre chose, de Conseil constitutionnel. Le Sénégalais s'ouvre à la sous-région. Un colloque d'intégration a réuni aujourd'hui les acteurs de la justice du Sénégal et d'Afrique. De nouvelles démarches, de nouvelles visions. Abdourahmane Ly, précision. Dans beaucoup de pays de la sous-région, le Conseil constitutionnel est plus connu au Sénégal pour des questions liées aux élections, les mandats électifs et leur recevabilité. Et pourtant, son rôle ne se limite pas qu'à cela, et c'est tout le sens de ce colloque. Le Conseil constitutionnel a initié une vaste politique d'ouverture, parce que ce n'est pas parce que le Conseil ne s'exprime pas qu'il n'est pas à l'écoute des populations.
Et le Conseil, pour mieux se faire connaître, a créé un site web. Dans ce site web-là, il y a des documents très pédagogiques sur ce qu'est le Conseil constitutionnel, sur qui est membre du Conseil constitutionnel, quelles sont les compétences du Conseil constitutionnel, comment faire pour saisir le Conseil constitutionnel, quelle est la nature des décisions rendues par le Conseil constitutionnel. Un conseil qui est souvent critiqué sur ses décisions, ce qui motive aujourd'hui cette nouvelle démarche pour éclairer davantage les citoyens. Le Conseil, avant de prendre une décision aujourd'hui, s'ingénie à définir tous les termes complexes que la loi aurait utilisés, des clarifications au niveau conceptuel, des précisions au niveau sémantique, pour que la loi soit intelligible, afin que sa décision soit compréhensible. Maintenant, une telle décision, elle est accessible. Le Conseil constitutionnel a publié l'ensemble de ces décisions dans son site que vous pouvez consulter. Et elle est compréhensible parce qu'il utilise un langage aujourd'hui qui n'est pas un langage de spécialiste, mais qui est un langage commun pour que le citoyen puisse comprendre sa décision. Une des choses qui fait dire au directeur régional du programme pour la promotion de l'état de droit que le Sénégal est un bon élève en matière d'état de droit, le fondement, la Constitution. Le Sénégal est parmi les pays qui est le mieux géré, pas seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan judiciaire. Et le Conseil constitutionnel a un rôle très, très important à jouer dans ce sens-là, pas seulement en matière électorale, mais aussi dans le domaine de protection des droits fondamentaux. Et je crois que voilà, il y a des autres pays qui peuvent aussi se faire inspirer par le bon travail, ce que le Conseil est en train de le faire. Un colloque organisé sous le thème « Le Conseil constitutionnel sénégalais dans un contexte d'intégration sous-régionale, passé, présent et devenir », un devenir qui sera défini au terme des analyses des sommités du droit constitutionnel qui ont pris part aux échanges. Et la note politique de ce journal, l'éventuel report des élections locales, plusieurs polémiques autour de la question. Bruno D'Erneville affiche un désaccord et sur la question du troisième mandat, le président de la coalition, Jotna, appelle les Sénégalais à la résistance. Migui Maram Ndiaye pour les détails. Malgré les départs d'Ousmane Sonko, Boubacar Camara, entre autres, la coalition Jotna ne meurt pas et continue de résister au pouvoir. La preuve, Bruno D'Erneville et ses camarades disent niet à un troisième report des élections locales. Les autorités actuelles semblent vouloir maintenant en faire vraiment une voie d'autoroute. 2 reports, c'était déjà beaucoup. Lorsqu'on commence à envisager un troisième report sans sourciller, ça commence véritablement à être problématique et notamment ça commence à témoigner véritablement d'un manque de respect notoire pour les citoyens. Les locales en 2021, pas plus, le président de Jotna est formel et il se dit prêt à y aller avant même la fin de l'évaluation du processus électoral. L'audit qui va être lancé, qui va durer 3 mois, ne peut terminer que durant le mois de mars. Par conséquent, il va être très difficile de vouloir attendre les résultats de cet audit pour pouvoir faire les élections locales. À mon avis, il faut qu'on maintienne le calendrier électoral. Alors, soit ce sera au mois de mars, soit ce sera au mois de juin, mais il est impératif que ces élections se tiennent, ce qu'on appelle à date désormais. On avait dit premier trimestre 2021, qu'on respecte ce premier trimestre 2021. On laisse faire cet audit-là. Les résultats de l'audit serviront probablement pour les prochaines élections. Le débat sur une éventuelle candidature de Macky Sall en 2024 ne laisse pas indifférent le président du parti pour l'action citoyenne. Il met son veto et invite le peuple à la résistance. Nous avons un droit constitutionnel et nous devons pouvoir l'exercer. Lorsque nous ne sommes pas contents sur un certain nombre de comportements des gens du pouvoir, nous devons pouvoir le dire de manière très claire et de manière massive, et on n'a pas d'autre moyen de le faire que de descendre dans la rue pour que tout le monde voit qu'il y a une masse suffisante capable de se mettre devant l'État pour lui dire non, il faut arrêter ce que vous faites. Et nous, en tout cas, les populations doivent comprendre que nous ne sommes absolument pas dans une logique d'accepter qu'il se positionne sur un troisième mandat. Pour réussir ce combat contre un troisième mandat, la coalition Jotna compte sur toute l'opposition sénégalaise. Une mission qui s'annonce difficile avec le climat de méfiance qui s'est installé ces derniers temps entre les opposants.
Et dans le reste de l'actualité, c'est la saison de la pastèque qu'on la mange telle qu'elle, coupée en tranches. C'est aussi un fruit riche en vitamine C et en minéraux tels que le potassium et le magnésium. Cependant, des commerçants confient qu'une bonne partie de leur stock est en train de pourrir parce qu'ils ne voient pas les clients. Omar Khan s'est rendu auprès de quelques vendeurs de fruits, suivant son reportage. Je le prends souvent, aussi bien pour moi que pour mes enfants. Parce que c'est nourrissant et puis c'est plein de vitamines aussi, c'est vitaminé. Donc c'est un élément vital pour l'organisme. Bon, souvent je passe ici les samedis ou les mercredis pour gagner. Si vous êtes amateur de pastèque et que vous êtes à Dakar, vous pouvez vous régaler ces jours-ci. La capitale est inondée de ces gros fruits à la chair rouge, presque au coin de chaque rue, mais surtout ici, au marché syndicat de Pékin, des pastèques à perte de vue. Les unes aussi grosses que les autres, sous le regard superviseur des commerçants qui déplorent les pertes qu'ils enregistrent pourtant tous les jours. Parfois, nous enregistrons des pertes énormes. Je viens de perdre 120 000 francs CFA avec ces pastèques pourries, mais j'accepte la volonté divine. Nous ne voyons pas les clients. La vie est chère. C'est peut-être à cause de la pandémie. Nous prenons les pastèques des grossistes, mais même si nous ne le vendons pas, nous devons payer. Des pastèques pourries, jetés un peu partout ici au marché syndicat de Pékin. Un manque à gagner énorme pour ces vendeurs qui tendent la main à l'État. Tout cultivateur a besoin d'aide. Nous aurions pu avoir des usines qui transforment les pastèques en jus, mais nous n'avons pas les moyens. C'est l'État qui doit nous aider dans cela pour minimiser les pertes, créer de l'emploi et en faire bénéficier toute la chaîne. Des usines de transformation que ces moutons ne sont certainement pas impatients de voir sortir de terre. Et cette actualité internationale annoncée en titre élection générale ce lundi au Ghana. Les Ghanéens sont allés voter pour élire leur président de la République, le vice-président et les 275 députés qui vont composer l'Assemblée nationale. Le récit de Moustapha Gabar Diop. Les Ghanéens ont pu se rendre ce lundi dans près de 38 000 bureaux de vote pour choisir entre 12 candidats, dont 3 femmes. Ils devront également élire leurs 275 députés. Les deux principaux adversaires sont le chef de l'État sortant, Nana Akufo-Addo, et l'ancien président, John Mahama. Ils se retrouvent pour la 3e fois de suite, et une fois encore, les résultats pourraient être serrés. Depuis les années 2000, ce pays riche en or, cacao et plus récemment en pétrole a connu une forte croissance. Le taux d'extrême pauvreté a été divisé par 2 en moins de 25 ans, même si certaines régions continuent de vivre dans le plus grand dénuement, sans eau potable ni électricité. La crise provoquée par le coronavirus a durement touché le pays, dont la croissance cette année devrait tomber à 0,9% selon le FMI, le taux le plus bas en plus de 30 ans. La gestion du président sortant a été saluée, et s'il a tenu certaines de ses promesses, notamment sur l'éducation et l'accès à l'électricité, il a déçu sur son engagement principal, lutter activement contre la corruption. De son côté, Mahama, considéré comme un homme avenant et proche du peuple, devra faire oublier les accusations de mauvaise gestion économique qui avaient empêché sa réélection. Les deux adversaires politiques se sont engagés à respecter les résultats des urnes et à garantir la paix et la sécurité dans le pays pour être un exemple de démocratie et de stabilité en Afrique de l'Ouest. Les résultats devraient être connus dans les 24 heures suivant le scrutin, mais la commission électorale a fait savoir dimanche que ce délai n'était pas inscrit dans le marbre. Du sport pour terminer une fois de plus, les Lions se sont illustrés en Turquie ce week-end. Un doublé de Alassane Dao, Papis Demba Cissé et Mbaye Diagne ont également marqué. Et en France, on note la première titularisation du jeune Pape Matar Sarr, le tout avec Cheikh Diop dans le Tour d'Europe des Lions.
Nous nous rendons d'abord en France pour parler de l'actualité européenne des Lions. Habib Diallo et Strasbourg renouent avec le succès. C'était lors d'une victoire 4-0 sur la pelouse de Nantes avec un but de l'international sénégalais. Mais le fait le plus important de ce week-end est la titularisation de Pape Matar Sarr avec l'FC Metz. C'était face à Lyon. Idrissa Gana Gueye a rejoué avec le PSG. C'était lors d'une large victoire sur la pelouse de Montpellier, 3-1. Reims de Boulaye Dia et Nice se sont quittés sur le score de 0 but partout. Même score entre la Saint-Etienne et Dijon de Moussa Konati qui est entré en cours de jeu. Rennes de Mbaye Niang a été battu à domicile par Lens 2-0 et Alfred Gomes n'a toujours pas repris la compétition. En Ligue 2, 3 s'est imposé devant Paris FC 2-1 avec la réduction du score de Mostafa Nam. Toulouse et Guingamp se sont quittés sur le score de 2 buts partout avec un but de Yannick Arthur Gomis côté Guingampais. Sochaux et Nancy ont également fait match nul 1 but partout mais avec l'expulsion de Christian Djidjou à la 59e minute. En Angleterre, Edouard Mendy n'a pas pu garder ses cages inviolées ce samedi, mais son Chelsea l'a remporté haut la main face à Leeds 3-1. Sadio Mané n'a pas non plus marqué avec Liverpool, mais ils ont battu Wolverhampton sur le score de 4-0. Crystal Palace, avec le retour de Cheikhou Kouyaté en défense centrale, est allé exploser West Bromwich Albion 5-1. En Italie, Kalidou Koulibaly et Naples sont allés battre Crotone 4-0. Schalke sans Salif Sané a encore perdu à domicile face au Bayer Leverkusen 3-0. Mais c'est en Turquie où les Sénégalais se sont le plus illustrés ce week-end. En hommage à Pape Bouba Diop, Mbaye Diagne a brandi le numéro 19 du défunt Lyon après son joli but face à Ataya Sport. En compagnie de Badou Ndiaye au milieu de terrain, Alassane Ndao a donné la victoire de son équipe Fatih Karagümrük en inscrivant un doublé devant Rizespor pour le score de 2-1. Fenerbahçe est allé gagner sur la pelouse de Denizlispor sur le score de 2-0 avec une réalisation de Papis Demba Cissé et Mambaba Thiam est entré en cours de jeu. Merci beaucoup, cher Diop. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la régie. Je vous retrouve tout à l'heure à 21h15 dans votre émission Décortica Santé qui parle ce soir des soins palliatifs définis par l'Organisation mondiale de la santé comme l'ensemble des soins qui permettent à un patient et à sa famille d'avoir une meilleure qualité de vie. Mais avant, cher Hassan Affal revient pour la suite de la Total Bloc d'information. À tout à l'heure.